Salutations chers disciples et bienvenue dans cette 19e review consacrée à l'anime Dai-no Daiboken. Cet épisode intitulé L'ultime arcane de l'école d'Avan a été diffusé le 13 février 2021 et nous présente le combat de Dai contre Flézard. Ce dernier va être poussé dans ses derniers retranchements et être obligé de mettre sa vie en jeu pour remporter la victoire contre l'équipe des héros. L'épisode adapte du chapitre 64 jusqu'à la fin du 68 du manga, et il couvre depuis la fin de l'épisode 34 jusqu'à l'épisode 36 de l'anime de 91. Cette semaine, c'est Yuta Tanaka qui s'occupe de la mise en scène de cet épisode 19. Il s'agit d'un des meilleurs produits formés chez Toei Animation. C'est un habitué de la franchise Precure et il a été réalisateur de Go Princess Precure. Sur la review de l'épisode 13, nous regrettions qu'il ne fût que réalisateur sans avoir pu dessiner le storyboard. Chose réparée avec cet épisode où il s'occupe des deux. Tanaka est le genre de réalisateur qui aime tester des choses, et il est plutôt bon pour proposer des chorégraphies de combat avec des angles inhabituels. Il aime notamment exploiter la profondeur du champ à la diagonale. S'il intègre de la rotation à la série, cela ne pourra qu'augmenter la qualité de cette nouvelle adaptation. Comme pour l'épisode 13, il a eu à sa disposition Naoto Shishida, et ce dernier nous prouve encore une fois que son surnom de Climax Animateur n'est pas usurpé. La direction de l'animation, quant à elle, est assurée par Naoki Murakami qui s'était déjà chargé de l'épisode 7. Il est à présent temps d'analyser ce 19e épisode, et il y a énormément de choses à dire. Allez, c'est parti! L'épisode débute avec un Crocodile très en forme qui bourrine bien comme il faut les armures errantes, le tout sur une musique entraînante. La plupart des plans reprennent le dynamisme des planches d'origine pour notre plus grand plaisir. Dans l'anime de 91, nous avions droit à un rajout plutôt sympathique, où le roi des carnassiers utilisait aussi l'effet de vent de son arme. Crocodile mentionne la disparition subite de Mistvern. C'est d'ailleurs avec cette phrase que dans le manga nous devinions que les Myres Grises avaient disparu dans la bataille. Or, sur cette adaptation, nous le savions déjà avec la fin de l'épisode 18. Zaboera quant à lui parvient à s'enfuir grâce au sort Moshasu, qui n'est pas prononcé dans cette adaptation. Ce sort de transformation est apparu pour la première fois dans Dragon Quest III et est appris par les classes de mages et de sages. Baduk est absent du champ de bataille alors qu'il est supposé être présent, ce qui est fidèle au cas du manga alors que dans l'anime de 91 il tape la causette avec Croco. Avant de retrouver les héros, on passe faire un bref coucou à Yunkel qui se réveille et se rend compte que le corps d'Adlar a mystérieusement disparu. Le Mistvern reste entier. Nous retrouvons enfin Dai, Pop et Mam qui font face à l'armée de Flézard, ou du moins ce qu'il en reste. Il est tout de même très dommage que cette adaptation ait zappé l'insertion des bombes rochers. En effet, dans le manga, l'équipe se retrouvait face à une dizaine de ces étranges créatures dont la seule utilité est d'exploser au moindre choc. La première adaptation avait adapté ce passage et d'ailleurs la version française avait traduit le sort méganté par « Je m'éclate ». Ces rochers se programment tout seuls. Au fait, Sam, quelle est la formule qu'ils disent pour exploser? Ils disent « Je m'éclate ». Ah! Eh bien, pas moi! Bon, c'est un peu nul, mais ça reste mieux que... Boum, boum, boum. En revanche, sur la première adaptation, la victoire de Dai face aux hommes de Flézard était très longue. Bien que cela mettait en avant les pouvoirs combinés de nos héros, ici on va droit au but et ce n'est pas plus mal. Nous avions oublié d'en parler lors de notre 16e review, mais Dai maîtrise dorénavant le sort Baggy, qui lui a servi à arrêter la barque. Notre petit héros commence à accumuler les techniques qui indiquent sa progression de niveau, comme dans un RPG. Nous avons le droit à un plan extérieur montrant la silhouette de Flézard dans la terre, une bonne idée en soi que de nous préparer à la suite. Cela pourrait nous faire songer à un film d'horreur. Il faut bien l'avouer, mais le moment où Flézard s'en prend à Mam est parfait. La réalisation est admirable et elle met bien en valeur le terrible légat du feu et de la glace. Comme on s'y attendait, la jupe de Mam est certifiée anti-gravité et reste bien en place afin d'éviter un plan culotte assez malencontreux. Dans le manga, une planche nous présentait un caillou pointu sur lequel Mam était sur le point d'être balancé. Ce n'a pas été repris dans cette adaptation. Cela rappelle d'ailleurs la censure qui avait été réalisée dans l'épisode 17, dans lequel nous n'avions pas eu le droit de plan dans lequel Pop s'imaginait Mam empalé par Adlar. C'est dommage d'avoir retiré ce passage et cette sensation de danger mortel pour Mam. D'ailleurs, cette scène conclut avec brio l'épisode 34 de l'ancienne adaptation. Assurément, le suspense était à son comble à ce moment-là. Elle est sauvée in extremis par Crocodile, la réalisation est splendide et l'épisode commence sur un quasi sans faute. Le roi des carnassiers sectionne ainsi avec sa hache le bras de Flézard. L'immortel Yunkel ne tarde pas à suivre, indiquant qu'au-delà d'Adlar, il avait également un compte à régler avec le légat du feu et de la glace.
D'ailleurs, nous trouvons que son design était mieux réussi dans l'ancienne adaptation. Dites-nous ce que vous en pensez. On peut d'ailleurs remarquer que Pop tente d'enlever la main du légat accroché à la cheville de Mam, et il se demandera, tiens, il a vaincu Adlar? C'est un rajout plutôt sympa qui renforce la cohérence du récit. Avec 2 anciens légats dans la bande de Dai, Flézard est contraint de se résigner, ce qui ne pourra qu'étonner les héros. Nous avons là le groupe au complet et ce pour la première fois. Il y avait un plan iconique dans la série de 91 qui reprenait la planche initiale du manga. On pouvait y apprécier un travelling accompagnant la réaction des héros face au renoncement de Flézard, et cela a été conservé sur cette nouvelle adaptation de ce cru 2020. Par contre, c'est un peu dommage d'avoir laissé de côté les bombes brochées, car dans le manga, Flézard leur demandait de rester en retrait, l'occasion de se questionner davantage sur ce qu'il était en train de préparer. Mais naturellement, Flézard n'a pas du tout l'intention d'abandonner. Il a seulement compris qu'il allait devoir mettre sa vie en jeu. Sa résignation ne concerne donc que sa santé qu'il va devoir mettre à rude épreuve. Il se débarrasse alors de son médaillon qui arborait fièrement son corps. Nous avons droit à un flashback de toute beauté, la musique n'est pas un reste et accompagne parfaitement la scène. C'est toujours bon de souligner que nous trouvons les compositions de bien meilleure qualité qu'au début de la série. Ce moment nous indique qu'après la construction de la forteresse Roche-Démon, les 6 légats se sont réunis pour la première fois. Il est juste dommage que les dialogues des 6 légats aient été zappés. On pouvait y voir un Crocodile anxieux par exemple, car il voulait montrer plus que tout sa fidélité envers Worm. Une des planches en vue subjective de Flézard a aussi été supprimée dans cette adaptation. C'est dommage, d'autant que l'ancienne version présentait un travelling assez sympa qui présentait la réaction des autres généraux. De retour au présent, Flézard fait exploser son corps. Et sur le plan technique, c'est un passage que nous attendions avec beaucoup d'impatience. La réalisation fait vraiment honneur à ce combat bien singulier du manga. Le légat se révèle être chacun de ses cailloux, et continue d'envoyer une tempête de pierres sur les héros. A noter que nous avons une bonne reprise d'une planche du manga qui nous présentait le visage de Flézard dans le ciel. Dans l'anime de 91, il y avait un petit interlude à ce moment-là dans lequel Baddock pouvait voir le cercueil d'Adlar être emporté par plusieurs gargouilles. C'était d'ailleurs un passage inédit qu'on ne voyait pas dans le manga. Une scène avec Matoriv était aussi présente à ce moment-là, mais ça n'apportait pas grand-chose à l'intrigue. Face à la nouvelle forme de Flézard, la force brute ne permettra pas à Crocodile d'être efficace. Des cailloux, ça m'énerve! Quant à la magie de Pop, celle-ci ne pourra rien faire en raison du corps de son adversaire qui est doté de glace et de feu. La bataille devient ingérable, car même si Dai compte avec lui 2 anciens légats, difficile de faire face à un adversaire qui ne dispose pas d'un corps physique. Notre héros se fait cibler par un énorme projectile, ce qui donne droit à un harmonicelle du plus bel effet. D'ailleurs, nous pouvons constater que l'énorme masse créée par Flézard est entièrement constituée de glace dans l'ancienne adaptation et dans le manga. Ici, ils ont aussi rajouté du feu. D'ailleurs, ce bloc est beaucoup plus imposant qu'à l'origine, et semble même plus gros que le corps de Flézard. On se demande bien pourquoi et on attend vos théories dans les commentaires. Le jeune héros est sauvé de justesse par Yuncle qui lui indique la bonne méthode pour vaincre le terrible légat. Bien qu'inutile face à Flézard, Yuncle fait preuve d'un très bon esprit d'analyse. Le secret pour le vaincre est l'arcane ultime d'Avan, Slash-Cieux. Bien qu'il soit un être avide de victoire, et ce par n'importe quel moyen, Mam fait preuve de compassion quant à l'état peu reluisant du corps de Flézard. L'adaptation accentue cet effet avec une interprétation sans faille de Toru Nara. Le ressenti entre le manga et cette adaptation peut être différent. Là où dans le manga le lecteur pouvait y voir une simple folie opiniâtre dans la résolution de Flézard, ici l'anime de 2020 joue une musique triste pendant son discours et on pourrait presque ressentir de la pitié pour lui. Tout est fait pour que la créature de feu et de glace ne soit pas détestable et que le spectateur puisse le comprendre. Les choses sérieuses commencent enfin. Dai encaisse volontairement la violente tempête de cailloux, la réalisation est vraiment bonne. Le ciel en devient violet, un choix de couleur plutôt intéressant. C'est habile et ça met parfaitement bien en valeur la grande détermination de Dai. Le découpage des planches du manga est parfaitement repris et on en redemande. Yuta Tanaka a l'habitude de jouer avec les contrastes, notamment pour montrer ses personnages devant le désespoir comme vous pouvez le voir dans l'épisode 22 de Go Princess Precure, ou bien encore le chef-d'œuvre qu'il avait pondu pour l'épisode 43 de Smile Precure. Cependant ici, notre héros est encore loin d'être désespéré. Cette mise en scène sert surtout à accentuer l'ambiance tendue de la situation. La palette graphique utilisée est assez proche de ce qu'a proposé l'adaptation animée de la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable, remplaçant le ciel jaune par un teint fuchsia. Dai porte un collet de Suzanne en plein dans le thorax du légat et en profite pour faire des dégâts à la tour de Valage pour montrer la puissance de la technique d'Avan. Malheureusement, elle n'a visiblement aucun effet. La réalisation de cette scène est excellente et on peut ressentir toute la puissance de la technique.
on ressent vraiment la sensation d'un coup critique. Dans le manga, à ce moment-là, nous avions droit à un passage avec Matorif qui supervisait la réparation de la montgolfière, et qui pelotait allègrement Amy. Bon, là pour le coup c'était vraiment abusé et on se demandait où se trouvaient les limites de ce vieux pervers. Bien évidemment, aucune chance d'imaginer ces scènes aujourd'hui. Un nouveau flashback intervient, cette fois-ci du côté de Dai et de son entraînement qu'il a suivi sur l'île de Dermlin avec Maître Avan. Ce dernier tente de lui expliquer comment réussir à maîtriser Slash-Cieux. Il faut pour cela utiliser les yeux de son cœur et envelopper son épée d'aura de la justice pour arriver à déceler le point névralgique des ennemis inorganiques, tels que les brûle-flammes par exemple. D'ailleurs dans cette scène ils sont étonnamment pixelisés, ce qui est évidemment un clin d'œil au sprite de Dragon Quest. De plus, l'anime insiste davantage sur l'aura de justice que dans le manga. Probablement pour donner un côté plus impressionnant à la technique à venir, et c'est plutôt une bonne chose. Flézard tente un Finger Flame Bomb sur notre petit héros, mais sa main se désagrège avant même d'avoir pu lancer sa technique, ce qui met le doute aux dégâts sur le fait que Dai ait pu toucher son noyau vital. Fou de rage, le commandant du feu et de la glace réutilise son explosion, et malgré ses slashs surrépétés, notre héros n'arrive pas à faire mouche. Yunkel et ses 9000 de QI remarquent que Dai se concentre trop avec ses yeux alors qu'il ne doit pas s'en servir pour maîtriser l'arcane d'Avan. Il se tranche donc la main et envoie du sang sur le visage de Dai pour l'empêcher de voir. Dai se concentre, l'action passe alors en focalisation interne, où le disciple d'Avan arrive à ressentir l'énergie vitale de ses frères d'armes, une à une. À partir du moment où il perçoit celle de son ennemi, le thème de Dai retentit et coïncide avec les cuts dessinés par Naoto Shishida. Dai rengaine son épée en prenant exactement la même pose qu'Avan. Puis il dégaine à pleine vitesse avec un slash-cieux finalisé. L'utilisation d'un plan en noir et blanc qui se colorise petit à petit est absolument superbe et rend hommage à ce grand passage du manga. Très clairement, c'est un moment fort de cette nouvelle adaptation. L'épisode se termine sur un Dai rengainant son épée dans son fourreau tel un samouraï dos à son ennemi. Flézard souffre de la perte de son noyau vital qui vient d'être tranché. Bien que les plans sont assez différents, la planche du manga a très bien été adaptée. Même si on pourra regretter l'absence des bombes rochers au début de l'épisode, qui permettait de mettre en avant les choix de Flézard pour risquer sa vie, l'épisode ne déçoit pas en raison de nombreux efforts sur la mise en scène. De nombreux dialogues ont également été supprimés pour fluidifier l'épisode, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Les temps forts du manga ont bénéficié d'un soin tout particulier, et nous avons été servis d'une masterclass à la fin de cet épisode. D'ailleurs, l'animateur de cette scène, Naoto Shishida, a réalisé 4 scènes dans cet épisode. Même si elles sont courtes, ça reste assez énorme. C'est intéressant comment ils ont tourné l'obsession de Flézard dans son désir de reconnaissance pour le rendre plus tragique et pour qu'on puisse le prendre en pitié. Bien sûr, pour les connaisseurs, plusieurs scènes clés du manga sont manquantes et nous n'en avons pas parlé dans cette review afin de ne pas spoiler. Il y a fort à parier qu'elles seront incluses dans le prochain épisode. Rassurez-vous chers disciples, nous en parlerons. Cette 19e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. Prenez soin de vous chers disciples et à la semaine prochaine.